consultant. Bernard, bonsoir. Oui, bonsoir Daniel, bonsoir à mon confrère Dominique Alizou. Je salue également tous ceux qui nous suivent actuellement. Effectivement. Je vais vous proposer, chers invités, d'ouvrir les échanges avec ce sujet qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Je veux parler de la supposée maladie du chef de l'État Faure Eswazini Gnassingbé. Donc, certaines parutions de la place ont affirmé que le président en place, le président réélu à l'issue des élections dernières, est gravement malade. Mais d'informations démenties par la directrice de cabinet de la présidence. Alizou, vous avez suivi avec beaucoup d'attention toutes ces rumeurs autour de l'état de santé du chef de l'État. Qu'en dites-vous? Oui, évidemment, nous avons tous... Tout est parti des réseaux sociaux, voilà, où on a balancé que le chef de l'État a fait une crise d'AVC et qu'il a été évacué. Et nous avons cherché à savoir si cette affirmation, cette information était vérifiée, ce qui s'est avéré faux parce que le chef de l'État est là, il ne souffre de rien du tout. Et je pense que la voie la plus crédible de ce démenti, c'est celle de la directrice de cabinet qui a affirmé à des confrères que, évidemment, moi, personnellement aussi, pas certains canaux, j'ai vérifié, le chef de l'État est là, il ne souffre de rien. Oui, mais pour actuellement, il est en pleine consultation pour former le gouvernement avec le Premier ministre. Donc, et dans ma parution de la dernière fois, j'ai bien dit qu'il a reçu le Premier ministre le mardi passé. Voilà. Bon, ce n'est pas médiatisé, c'est son choix. Ce n'est pas tout qu'on médiatise. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, les conseils des ministres ne sont plus médiatisés. Donc, je pense que c'est son choix personnel. Sinon, il est là en forme et il ne souffre de rien du tout. Voilà. Pourquoi seulement rassurer? Est-ce que vous pensez que les propos de la directrice des cabinets va rassurer les Togolais? Oui, bon, je pense que si le chef de l'État doit à chaque fois que... Puisque d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ce genre de rumeurs circulent. Vous vous rappelez quand on l'avait donné pour moi, alors qu'il était en visite en Israël, il est revenu... Je connais des gens qui ont dit non, ce n'était pas lui, que c'est son sosie qui est arrivé. Donc, on ne peut pas vouloir satisfaire ceux qui créent ces rumeurs, parce qu'ils ont créé la rumeur, dont il doit apparaître en train de faire, de faire je ne sais pas quoi. Non, je pense que c'est des rumeurs. Voilà. Et ces collaborateurs, ceux avec qui il travaille, ceux avec qui il est en permanence, ont confirmé qu'il est là, il est en forme, et donc je pense que c'est largement suffisant. Ouais. Ça ne vaut pas la peine qu'il sorte, apparaître devant les écrans ou bien à travers un communiqué et dire que bon, je suis pas malade. Je pense que ça serait vraiment trop prêter attention à ceux qui font ces gens de rumeurs. Voilà. Bernard Alognon, on attendait le chef de l'État au dernier sommet de l'Union africaine, mais la surprise était grande, était détail, puisqu'on n'a pas vu le chef de l'État là-bas. Donc, est-ce que cette absence peut confirmer les rumeurs qui circulent déjà sur les réseaux sociaux? Bon, en fait, merci de m'avoir posé la question. Je crois, M. Dominique Alizou, comme moi-même, nous ne sommes pas les médecins traitants du chef de l'État. Et nous ne pourrons pas, à l'affirmative, se prononcer sur l'état de santé du chef de l'État. Mais je crois quand même que M. Faure Eswazini Gnassingbé a été élu selon les résultats confirmés par la Cour constitutionnelle la dernière fois à 50 quelques % déjà. Je crois que lorsque ces problèmes-là se posent, ces rumeurs-là amusent, je dis bien amusent les Togolais, je crois qu'il revient au président de la République de rétablir la vérité. Voilà. Mais en fait, la sortie, j'allais dire hasardeuse, voilà, de la directrice du cabinet, pas de la directrice du cabinet, mais il y avait eu une sortie au préalable. C'est la sortie du chargé de communication, M. Cléo Pétizi, qui avait annoncé, selon les informations que M. Carlos Queteo a mis dans le domaine public, l'arrivée ou bien la participation du chef de l'État au sommet de l'OUA. Et nous, à travers moi, mes regroupements et autres là, il devait normalement être au sommet de la FAO, également en Italie. Mais il n'y était pas allé. Il y a également cette sortie ratée de M. Cléo Pétizi, le chef de la communication au niveau de la présidence de la République, qui a annoncé le chef de l'État à ce sommet, mais qui ne s'y est pas présenté.
Voilà, c'est des choses également qui ont nourri les informations et qui font état de ce problème-là qui se pose au niveau de la santé du chef de l'État. Il y a d'autres éléments également que je voudrais soulever. Vous voyez, lorsque le Premier ministre était tombé malade, voilà, M. Ahoumézou, il a fallu un certain nombre de rappels, d'injonctions, de communication au niveau de la presse privée avant que le gouvernement ne sorte un communiqué plus tard, 10 jours après, pour dire que le chef du gouvernement est tombé malade, il est dans un hôpital en France, et il est soigné et qu'il va revenir. Bon, je donne la quintessence, la substance du communiqué à l'époque. Voilà. Aujourd'hui, moi je crois quand même que nos tests contiennent un certain nombre d'insuffisances au point que si il faut attendre pendant longtemps, d'abord avant de savoir ce qui arrive à telle ou à telle personne au niveau, ou bien à la tête des institutions et autres, là c'est un peu grave. Mais en fait, on ne peut pas dire ici que le chef de l'État est malade ou pas. Effectivement. Mais il est question ici quand même de lever l'équivoque le plus rapidement possible. Je crois quand même que c'est la démarche là dans laquelle se trouvait la directrice du cabinet, même si ça ne rassure pas la plupart des Togolais aujourd'hui. Je crois quand même qu'il y a une obligation morale de la part du chef de l'État à répondre de façon active aux préoccupations de ces 53% de population, 52%, excusez-moi, de la population qui l'ont plébiscité. Voilà, mais Dominique, le jour, on a lieu de s'inquiéter, parce que ça fait pratiquement 2 semaines qu'on n'a pas vu le président. Il y a lieu de s'inquiéter, même s'il n'est pas souffrant. Je pense qu'il arrive parfois que même en un mois, on ne le voit pas. Et pourtant, il est là. Il a choisi éviter de mener des actions spectaculaires. Ces audiences, c'est certaines de ces audiences seulement qu'on passe à la télé. Ces voyages, vous vous rappelez que dans un passé récent, quand le chef de l'État veut partir, on le montre à la télé. Quand il arrive, on le montre encore à la télé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc c'est un choix. Et donc moi je pense que ce n'est pas maintenant. Je pense qu'il a déjà fait 10 ans. Et nous le connaissons comme ça. Et donc, ce n'est pas maintenant. Mais on s'attendait à le voir. On s'attendait à le voir en Afrique du Sud. Oui, mais justement, est-ce que, selon vos recoupements, c'est la première fois qu'il s'absente à un tel sommet? Est-il le seul chef d'État absent à ce sommet? Le Togo organise en novembre prochain un sommet sur la sécurité. Le sommet même consacré à l'enjeu. C'était pour ça. Le directeur de cabinet, le directeur de communication a fait cette sortie parce qu'ils ont travaillé et il était sûr qu'il devait se retrouver là-bas. Mais c'est qu'à la dernière minute, étant chef d'État, s'il y a d'autres préoccupations plus importantes que ça, il peut s'absenter. Donc je pense qu'il est le chef de l'État, il est le président de la République. Il y a des situations majeures qui peuvent se présenter, même s'il devait prendre, il était dans son véhicule pour l'aéroport, il peut renoncer à cela. Si ce qu'il a à faire pour le peuple est si urgent que le sommet auquel il va participer, alors qu'il a déjà son représentant, notamment le ministre des Affaires étrangères qui est déjà là-bas, je pense que c'est un choix. On ne peut pas, parce qu'il n'est pas allé à ce sommet, est-ce qu'il va à tous les sommets? Oui, mais il y a tellement d'éléments. Il y a tellement d'éléments. À ce sommet, tous les chefs d'État sont là. Il y a tellement d'éléments qui ne rassurent pas les Togolais. Mais je vais vous rappeler que l'année passée, je pense que c'était en avril ou mai, il devait aller à un sommet des chefs d'État à Bruxelles. La délégation est allée, certains journalistes, dont moi, nous avons le visa pour aller, mais à la dernière minute, il a annulé cette visite. Et là, personne n'a rien dit. Parce qu'en ce moment, est-ce que les enjeux étaient les mêmes? Ceux qui ont l'habitude de diffuser de fausses informations à travers les réseaux sociaux ne l'ont pas fait. Si à l'époque aussi, quelqu'un avait dit le chef de l'État est malade, sûrement que c'est pas dû au fait il devait aller à Bruxelles, il s'est apprêté et il n'est pas allé. Est-ce que c'est pas dû au fait que le responsable de la communication de la présidence a rassuré tout le monde que le président sera là? C'est normal, mais c'est ce que je t'explique, que ils ont travaillé ensemble et il sait qu'il devait s'y rendre, mais il y a d'autres préoccupations majeures qui se sont imposées et que finalement il a choisi de rester. Et ça, on ne peut pas lui refuser cela. Et le président de la République, après tout. Même vous-même. Mais si vous quittez la maison pour cette émission, il y a quelque chose de plus urgent.
Mais vous allez appeler, excusez-moi, l'émission me tient encore. Il est le président de la République, il doit communiquer pour que les Togolais le ont lu, pour qu'il communique. À communiquer tout ce qui c'est quelque chose qui relève de la sécurité de l'État. Il va se mettre à communiquer, bon, je ne vais plus en Afrique parce que je dois faire ci. Oui, mais il y a une chose peut-être que beaucoup de journalistes, peut-être beaucoup d'observateurs ne comprennent pas. On annonce le président comme étant souffrant, mais on n'a rien que ces déclarations qui ne rassurent pas les Togolais. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure. Hein? Oui, non. En fait, je voudrais tout simplement rappeler à M. Dominique Alizou qu'en fait, il y a certains chefs d'État qui ne sont pas présentés à ce sommet. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Quand je prends le cas de Pierre Nkurunziza, le monsieur là... C'est compte tenu de la situation dans son pays. Comme on le dit chez nous, le chat échaudé craint l'eau froide. Voilà. Il était allé à un sommet et vous avez vu ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Mais il y a d'autres situations qui peuvent. Au Togo ici, il n'y a aucune situation qui empêche le chef de l'État à se présenter à ce sommet-là parce que, en fait, les choses qui se sont dites à ce sommet sont très importantes au point que... Plus que ce qui l'a amené à renoncer à ce sommet. Là, vous ne savez même pas la raison. Non, peut-être Dominique, vous aurez le temps. Non, attendez. Allez-y. Monsieur Dominique, je ne suis pas en train tout d'abord d'analyser, d'accord, ou bien de peser les éléments qui ont permis à monsieur le ministre des Affaires étrangères seul à se présenter à ce sommet en l'absence du chef de l'État et autres, parce que je n'ai pas les compétences nécessaires, mais je dis quand même qu'il n'y a pas en tant que tel de situation majeure au Togo. Mais vous ne savez rien. Comme celle de et autres. Là, Dominique, vous avez le temps de développer. Que le chef de l'État ne s'y présente pas. Mais je ne dis pas non plus que le chef de l'État est malade, parce que je n'ai pas l'assurance et autres. Mais personne ne le dit, mais on est inquiet. On est inquiet. Nous sommes le commun des mortels et nous devons nous interroger également sur ce qui s'est passé et que notre chef d'État, qui assistait depuis fort longtemps à plusieurs sommets, n'est pas allé à ce sommet-là. Non, c'est pas le seul sommet. Mais il était important parce que je disais tantôt que le Togo organise le sommet sur la sécurité en novembre prochain. Et le thème principal même du sommet de Johannesburg, c'était plus consacré sur la sécurité africaine. Ce que je voudrais également rappeler à M. Alizou. Le chef de l'État, la cellule de communication de la présidence a demandé aux journalistes de se présenter pour que la présidence de la République communique sur ce qui va se passer très prochainement, en novembre ou bien décembre. Le chef de l'État a fait Goïta. Pour ceux qui ne comprennent pas, écoutez, il ne s'est pas présenté, il n'y est pas. Et c'est M. Aoumé Zounou qui gérait les affaires courantes. À ce moment, on n'avait pas encore annoncé malade. Non, pas du tout. Il n'est pas allé. Il y a d'autres éléments qui sont entrés en jeu. Le sommet de la FAO, tel que je venais de le dire. Après, c'est... Comment ça s'appelle? l'UA. Le sommet de l'UA. Il était au Ghana. Précédemment, on en vient, Dominique. Mais précédemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la cellule de la communication de la présidence qui a annoncé la participation à ce sommet-là du chef de l'État lui-même. Voilà. C'est pour cela qu'il y a un peu d'inquiétude. Effectivement. Donc, mais moi, je ne dis pas. Voilà, Dominique, allez-y. Je voulais juste te rassurer que ce que M. Cléo Petit a dit est normal. Je suis d'accord avec lui aussi. Et il savait que le chef de l'État devait s'y rendre. Mais il y a d'autres choses, il y a des choses. Mais il aurait dû communiquer, ça ne fait pas un peu. C'est sérieux. Mais au moins, si le président ne se rend plus. On ne sait pas concrètement quelle était qu'est-ce qui l'a retenu, ou bien qu'est-ce qui l'a empêché de s'y rendre. Il y a un langage diplomatique. Il y a un langage diplomatique. C'est l'occasion de chercher à savoir. Mais dès lors que nous n'avons pas cette information, on ne peut pas dire que non, le sommet était plus important, donc il fallait qu'il aille au lieu de renoncer à ce déplacement. Alors que nous ne savons pas qu'est-ce qui l'a empêché. Donc, du coup, ceux qui mettent la maladie dans cette histoire, ça fait leurs oignons parce que ces collaborateurs avec qui ils travaillent, ils savent qu'ils se retrouvent ensemble, il va à la présidence, il le voit, il est là, et donc le reste, il n'y a pas de souci. Si, ça plaît aux gens, mais c'est en cela que je vois le cynisme des Togolais. On dirait que ceux qui distillent ces informations sont heureux de voir quelqu'un malade. Mais parce qu'il n'est pas normal que comme ça on fabrique, on lance qu'il a fait un AVC, on l'a transporté en Italie, on l'a transporté il est passé par où? C'est pas par l'aéroport ou bien il est passé par la mer ou par la route.
Alors, donc, à l'aéroport, les gens travaillent là-bas, non? Ils ont vu notre président sur une civière en train de... Bon, on n'a pas très d'éléments pour confirmer ou infirmer. Effectivement, on n'a pas tellement d'éléments pour confirmer ou infirmer. Mais nous, on s'inquiète. Feu Gnassingbé Yadema avait été évacué. Mais à la minute, nous avons eu les informations. Ce n'est pas des... Je ne sais pas, c'est des hommes qui travaillent là-bas, ce n'est pas des moutons. Voilà, une question, Dominique, une question. Voilà. Laissons cette spéculation. La rumeur est partie. C'est vraiment un débat, moi je trouve totalement nul. Mais la rumeur est partie d'un site que d'aucuns qualifient de ne pas être trop crédible. Oui. Mais en milieu de semaine, nous avons appris ce tweet ce tweet du célèbre journal, là, je vais dire du célèbre journal en libre, La Lettre du Continent, qui revient sur le fait. La Lettre du Continent, c'est quand même un journal sérieux. Je dis, tu as lu le... J'ai lu le tweet. Le tweet, il dit quoi? Le président il a mis au conditionnel. Ah. C'est pas avant de le répondre quand même. Ah, voilà. Et que le sommet est annulé. L'investiture est annulée. Là, c'est plus le conditionnel. C'était programmé pour le 26. Le 27. Les gens disaient le 27. Voilà. Mais moi, je me suis informé, dit non, rien n'est programmé. J'ai appelé le vice-président du Parti Uni pour voir si le 27 dit mais c'est les journalistes qui ont fabriqué cette date. Sinon, il n'en est rien du tout. Eux, ils sont en train de s'organiser. Voilà. On sort le gouvernement et puis on va à l'investiture. Voilà. Réaction, Bernard Lognon? Non, mais écoutez, on ne va pas trop traîner sur ce sujet-là. Il y a des choses beaucoup plus importantes à aborder dans ce débat. Voilà. Je vais proposer maintenant d'aborder ce problème, tout en espérant avoir les nouvelles de notre chef de l'État le plus possible. Voilà. Effectivement, nous espérons. Il se porte comme un chat. Voilà, effectivement. Alors, on va parler aussi de cette polémique qui est née suite aux déclarations du nouvel ambassadeur de l'Allemagne au Togo, qui a dit, je cite, que tout va bien, que l'économie, le Togo, et il est évident que le Togo ne fait une avancée en matière de démocratisation. C'est mon point de vue. C'est évidemment celui de l'Allemagne. Ces propos lui ont valu les foudres de certains responsables du CST. Justement, si peut-être il avait dit tout, il n'y a rien de bon, tout va mal, les Togolais sont malheureux, souffrent. Là, les responsables de l'ANC ou bien du CAP 2015 n'allaient pas réagir. C'est dommage. C'est dommage qu'on parle de leur pays en bien et qu'ils trouvent que c'est pas normal. C'est l'opposition? Mais non, mais attends, l'opposition n'est pas là pour seulement peindre en noir tout ce qui se passe dans leur propre pays, puisqu'ils aspirent à gouverner le pays. Mais la plupart des oppositions en Afrique ont fonctionné comme ça. Faire l'opposition, ce n'est pas voir tout en noir, la réalité est là, les avancées sont là, et vous recusez de reconnaître cela en disant que vous faites l'opposition. L'opposition, c'est de dénoncer ce qui ne va pas, de dire tout haut ce qui ne va pas. Mais l'ambassadeur a suivi le processus. Je pense qu'il est beaucoup plus... il s'est beaucoup plus appuyé sur le processus électoral. Voilà. Bon, d'aucuns avaient annoncé que sans réforme, il y aura violence, les Togolais vont mourir si jamais on faisait ces élections. Mais maintenant, eux, surtout l'Union européenne, ça peut-être beaucoup ne le savent pas, l'Union européenne a financé la plateforme de la société civile conduite par la CNSC, qui a déployé 1200 observateurs à travers toute l'étendue du territoire. Et ces observateurs ont donné les résultats des bureaux de vote à la plateforme qui était logée à l'hôtel d'Aoba. Et le diplomate, c'est-à-dire le chef de la délégation et d'autres diplomates, étaient allés suivre de bout en bout les compilations des données qui venaient des bureaux de vote. Et à 22h, ils savaient que le président, les chiffres qu'ils avaient donné, vainqueur le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Donc, ils ont suivi la transparence du scrutin, la qualité du scrutin, la paix qui a régné autour du scrutin, et surtout l'ambiance qui a également régné pendant la campagne, où les différents convois, quand ils se rencontrent, de se jeter des cailloux, plutôt s'embrassaient et rigolaient. Donc, c'est au vu de tout cela que le diplomate dit, mais le Togo a fait un très grand pas. Alors, on ne peut pas dire que c'est faux. Voilà, mais maintenant, un peu, voilà. Allez-y, vous oui. Donc, maintenant, si eux, ils pensent que le diplomate peut-être devait peindre en noir, et n'oubliez pas qu'il s'agit de l'Allemagne. L'Allemagne a été l'un des pays européens les plus durs contre le Togo.
Et de tout temps, l'Allemagne avait dénoncé, avait même suspendu sa coopération, même quand l'Union européenne avait repris sa coopération, l'Allemagne traînait les pieds. C'est après que l'Allemagne s'est rendu compte que non, il y a quelque chose qui marche très bien au Togo et qu'il faut accompagner plutôt le Togo. Et c'est dans ce schéma qu'ils sont là. Et c'est en s'appuyant sur tout ça là qu'ils disent, hier, ils disaient non, que les élections sont sorties du cadre électoral, il y a ici, il y a tribal. Mais aujourd'hui, ils disent que c'est bon. C'est comme s'ils ont pu dire hier que c'était mauvais. Et aujourd'hui, ils trouvent que c'est bon. Mais soyons quand même raisonnables. Et quand ils disaient que c'était mauvais, ils étaient là, ils étaient heureux, ils applaudissaient. Voilà. Ah, mais maintenant que les choses vont bien, et il le dit. Voilà. Ah, mais, et il a même dit que le Togo est un modèle. Ah oui. Parce que dans d'autres pays, je vous dis que... Mais ce que les gens ne savent pas, la dernière élection au Ghana a failli chavirer, les gens ne savent pas. Mais il y a eu, oui, entre le NPP et le NDC. Voilà. Mais et vous vous rappelez qu'on a dû reporter même le scrutin au niveau de Volta Region parce qu'ils accusaient, les gens de NPP accusaient le NDC d'avoir fraudé les élections au niveau de... Mais après des discussions, tout est... Et vous vous rappelez qu'ils ont porté l'affaire devant leur cour... haute cour de justice qui a finalement tranché. Bon, comme l'autre a déjà commencé à gouverner déjà, on ne pouvait pas le dire, bon, descendre. Est-ce qu'on peut calculer le cas du Togo, du Ghana au Togo? Non, c'est dire que voilà. Si au Togo, on a eu une élection, d'abord la campagne, l'après-campagne, la campagne, la proclamation, et tout s'est passé dans de très bonnes conditions, dans la paix, dans la semaine. Le jour de la proclamation, d'habitude, les gens se taisent dans leur maison. Mais la dernière fois, le jour de la proclamation, les gens étaient dans des bars. C'était pas dans tout le Lomé était mort. À certains niveaux, Moi, j'ai fait tout. Moi, j'ai suivi effectivement la série. J'étais par exemple allé à Nicolas-Pé, à Kodjovka, environ de 1 heure, 2 heures. Voilà. On reviendra si tu le permets. Le Togo a fait un très grand pas. Voilà, effectivement. Il faut le reconnaître. Le Togo a fait un grand pas, c'est votre avis aussi? Oui, le Togo a fait un grand pas selon Dominique Alizou. Je suis en partie d'accord avec lui parce que la démocratie est une notion qui n'est pas d'emblée acquise d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est tout un processus. C'est tout un processus et que les paramètres qui sont mis en jeu doivent être véritablement analysés à fond. Lorsque nous prenons le cas de l'élection, parce que l'élection n'a pas débouché en matière de violence et autres là, cela a poussé M. l'ambassadeur à aller au-delà normalement de la déclaration qui devait se faire. Voilà. Parce que lorsque moi je suppose qu'un pays démocratique, c'est un pays dans lequel les droits fondamentaux, les lois de la République sont respectées et que la loi est générale et impartiale, en ce moment-là, on sait qu'il y a, c'est-à-dire les pesanteurs de la démocratie qui sont en marche dans le pays. Mais là où je ne comprends pas véritablement le CAP 2015, c'est là où ils sont allés beaucoup plus loin. Il n'y a plus question en ce moment-là, parce que déjà avec la signature de l'accord politique global dans le pays, il y a des partenaires en développement qui ont renoué déjà avec le Togo pour que le Togo puisse se lancer dans une très bonne marche. Et donc, lorsqu'on me rappelle par exemple la brûlure de l'incendie de Gouété, etc., pour démontrer que en fait le Togo avait eu à commettre ces bavures-là contre la puissance et que la puissance doit continuer toujours par avoir cette rancœur-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je souhaiterais qu'on taise on teste cette divergence pour qu'on regarde un peu vers l'avant. Alors, ce processus, honnêtement parlant, moi je dis toujours que tel que M. Claude Abengambi, ils ont essayé de sortir un document pour pouvoir relever les insuffisances, pas les insuffisances, la part, les responsabilités de chaque parti politique. Effectivement. Voilà, situer les responsabilités dans ce domaine. C'est-à-dire que lorsque moi je me rappelle encore d'une réunion que le comité de suivi de ces élections-là avait eu avec M. Sangaré, où M. Sangaré disait que le fichier n'est pas fiable, le fichier n'est pas parfait, mais c'est consensuel. Et qu'au sortir de ça, je vois la représentante de CAP 2015 dire que non,
tout est bien, tout est bon, et qu'ils peuvent aller à ces élections. Ils n'ont plus le droit de contester. Ils n'ont plus le droit de contester normalement les résultats. Mais s'ils le font actuellement, je crois quand même que c'est dur, c'est difficile, c'est amer pour les populations, parce que c'est à eux. Ils sont un acteur assez important dans le processus à l'époque, et unir également le parti au pouvoir, également un autre acteur. Maintenant, comment faire pour situer la population, pour situer l'opinion dans ces résultats-là? En fait, je crois quand même qu'ils s'en prennent tout simplement à monsieur l'ambassadeur, mais je ne sais pas si c'est une colère saine ou bien une colère qui est dissipée, mais je pense que c'est de la mauvaise foi. Non, honnêtement, il faut quand même dire que ce processus-là n'est pas clair dans sa totalité, mais il faut quand même également faire remarquer que les gens ont prêté le flanc et ce qui est arrivé, ce qui doit arriver est arrivé. Voilà ce que je peux ajouter à ça. Non, c'est pour dire que ils n'ont pas à s'en prendre à un diplomate qui a juste émis son point de vue. Où nous sommes dans quel pays? Que chaque fois qu'on doit parler, qu'on parle en bien de, ou bien qu'on dise qu'au Togo, puisque c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font circuler partout. Mais peut-être même c'est ce qu'ils nous disent, nous, qui vivons les avancées. Ils nous font croire ce que nous vivons chaque jour, les avancées que nous vivons. Par exemple, ce n'est pas un débat qu'on est en train de faire ici, parce que dans un passé récent, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Ils sont invités sur les chaînes de radio et télévision et autres là. Et donc, il faut qu'on reconnaisse quand même que le Togo a fait un grand pas en avant. Voilà. Maintenant, ce qui leur reste, de faire le bilan. Le bilan consiste à voir qu'est-ce qui a été à l'origine de notre échec. Comment faire pour améliorer et travailler beaucoup plus sur le terrain pour que au prochain scrutin, nous puissions gagner. C'est ça qui doit être. Mais s'ils restent là, à sculpter, à raconter des histoires, à s'en prendre à un diplomate qui a donné son point de vue et qui reflète la réalité que nous vivons, c'est vraiment dommage. Oui, mais Dominique, c'est peut-être pas dû au fait que la CENI a proclamé les résultats dans des conditions pas tout à fait normales. Je vous dis que si vous... Parce que si la proclamation des résultats était unanime, est-ce qu'on pourrait avoir ça? Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, Jean-Pierre Fass est toujours plein qu'on l'a toujours volé et quand on va aux élections. Et que c'est dans les centres dans les CELI que le tripatouillage, que lui, s'il pouvait déployer des observateurs ou des gens sérieux, ils vont voir, ils vont se rendre compte que lui, il gagne les élections dans les bureaux de vote. C'est ça qui a inspiré le diplomate de l'Union européenne qui voudrait véritablement aussi avoir la réalité, la véracité des résultats issus des bureaux de vote et non des CELI. C'est en cela qu'ils ont déployé et financé la concertation, les Togolais, les observateurs togolais qui ont été formés et qui ont été déployés sur toute l'étendue du territoire. Et leur plateforme avait pratiquement le même résultat que ce que la CENI a proclamé. Si tu parles des conditions, il n'y a pas de... C'est Pedro, le Francis Pedro, qui voulait semer du bordel au niveau de la CENI et que finalement, la sérénité est rentrée et le président, avec la présence, la visite inopinée du chef de l'État ghanéen, je pense, ivoirien également. Donc, c'est eux qui sont venus. On accuse ces deux chefs d'État d'avoir vendu le Togo. Mais non, malheureusement, c'est toujours quand ça ne va pas dans leur avantage là, tout est mauvais. Oui, mais maintenant, une question que je ne comprends pas, moi, en tant que journaliste. Rien ne se passe. Francis Peu savait. Et je vais vous dire, il y a un cadre de l'ANC qui m'a fait une confidence. Comme eux aussi, ils ont fait leur compilation à leur siège, dans leur QG. Et ils ont donné les résultats. Non, mais ils ont donné les résultats. Quand ils ont vu les résultats, ils ont tenu tous la tête. Ouais. Ils disent, ah non, ça c'est pas possible. Alors que c'est ce que leurs représentants dans les bureaux de vote leur envoient. Les PV qu'ils ont, les résultats qu'ils ont rendus publics. Et qu'ils devaient plutôt travailler pour gagner la prochaine. Donc ce sont des faux résultats qu'ils ont rendus publics. Mais ils ont donné les résultats de 26 cellules sur 42. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont coupé les cellules du Nord. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est président du Sud et non président du Nord, puisque si leur vote n'est pas pris en compte,
Alors ça voudrait dire quelque part qu'ils ne les considèrent pas. Les cellules du Nord. Oui, les cellules du Nord. Il disait qu'il y avait des bourrages. Quand on parle de la BINA, il parlait des bourrages qui n'ont pas de... Mais prenez le résultat proclamé par la CENI. Il y a eu 47 000 inscrits. Voilà. Et il y a eu 41 000 votants. Le suffrage exprimé était 39 000 et quelques. Le bourrage à quel niveau? S'il y avait eu bourrage, au lieu de 49 000 inscrits, voilà. S'il y avait eu bourrage, on devait avoir 50 000 inscrits. Voilà. Ou 60 000 inscrits. Voilà. Là, nous tous, nous avons dit donc, comment il peut y avoir 49 000 inscrits et on trouve un résultat de 50 000 inscrits? Voilà, c'est là que nous pouvons tous dire qu'il y a eu bourrage des jeunes. Donc, soyons honnêtes, ils avaient leurs délégués. Les délégués de l'Union européenne dans ce bureau de vote, c'était un problème de calcul au niveau de CELI, sinon il n'y a rien du tout. Voilà, ce que l'on ne comprend même pas en tant que journaliste, peut-être observateur de la vie sociopolitique du Togo. Quand nous avons par exemple au Nigeria, les élections se sont passées dans de bonnes conditions, pas de contestations. Mais comment se fait-il qu'au Togo il y a tout le temps des contestations et dans le même temps nous prenons certains diplomates, certains partis politiques de France, quand nous prenons Europe Écologie Le Vert, qui a dénoncé le scrutin, qui joue des anarchistes. Voilà, on prend aussi le parti de gauche, on parle du parti de gauche aussi en France qui dit que les élections ne sont pas passées dans les bonnes conditions. Mais pourquoi on assiste tout le temps, c'est même chez moi au Togo? Oui, c'est pour cela que moi aussi je partage l'avis de certaines personnes. Et nous-mêmes, au niveau de la Ligue togolaise des droits de l'homme, nous disons quand même que les élections, ces élections-là, sans réforme, ne sont pas des bonnes élections. Je suis heureux que SAD, l'ONG SAD, Solidarité et Action pour le développement durable, aussi en collaboration avec certaines ONG, ont essayé de sortir un rapport bien avant ces élections pour dire que sans les réformes institutionnelles et constitutionnelles, en fait, ces élections-là ne seraient que ce qu'ils connaissaient depuis fort longtemps. Mais ils ne le font pas. Asseyez-vous, entendez-vous autour des réformes, parce que l'accord politique global a dit qu'il doit y avoir consensus, que les réformes doivent se faire autour du table. C'est possible. Et pas sur la base d'un consensus donné. Mais créer le cadre, aller à ce consensus-là et trouver. Je vais vous dire une chose. S'il y a problème aujourd'hui au niveau de, de Pierre Nkurunziza, dans son pays au Burundi, c'est justement parce qu'à un moment donné, ils se sont entendus sur quelque chose. Et que le temps passe. Ils ne respectent pas les accords d'Arusha. Non, c'est pas qu'ils ne respectent pas l'accord d'Arusha. À un moment donné, c'est le président qui ne voulait plus respecter l'accord d'Arusha parce que le truc est venu à terme. Son mandat est arrivé à terme. Il faut appliquer l'accord. Le problème de l'Afrique, c'est ça. Lorsque vous ne respectez pas les tests, il ne va toujours avoir que de problèmes dans le pays. C'est-à-dire que tout pays qui aspire au développement, ce pays-là doit commencer par respecter les tests à la base. Et c'est le cas du Togo. Je regrette, mais c'est-à-dire que le jour où on commencera par respecter les tests à la lettre dans le pays, vous allez voir que tout va aller pour le bien. Mais il faudra quand même aussi que des gens arrivent à cesser de faire de la pagaille. Voilà. Il faut que la pagaille s'arrête. Et je vais vous faire une confidence, les esprits des Togolais sont très infectés. Il faut désinfecter l'esprit des Togolais. Infecté par quoi? Par la colère ou bien? Non. C'est pourquoi je trouve que chez les autres. Non, mais écoutez, lorsque par exemple, il y a quelque chose qui revient à quelqu'un, il faut le remettre. Très simplement. Ce qui est clair comme ça, les gens vont dire qu'ils ne comprennent pas et ils passent à côté de la plaque. C'est là où je dis que en fait l'esprit des Togolais est infecté. Voilà. Il faut désinfecter les esprits. Dominique ne partage pas votre point de vue. Non, je dis certains sûrement. Moi je dis ceci. C'est vrai que tu as parlé des veilles, l'Europe Écologie Vert, de la gauche. Ils ont envoyé quel observateur ici pour pouvoir se prononcer selon le rapport de ces observateurs. Ils se sont appuyés sur ce que l'ANC, leur partenaire politique, ont dit, pour commencer par dire,
l'Union européenne a envoyé des observateurs. Ils n'ont pas envoyé des observateurs. Mais quand je dis, la concertation... Voilà, ils ont financé. C'est eux qui ont financé. Il y a l'Institut Gorée également qui a déployé quelques observateurs. Et il y a les observateurs de la CEDEAO, de l'UE, tout ça. Ils pouvaient leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées? Mais Dominique, une seule question. Comment expliquer que le président Nassini donne des résultats de manière approximative, hein? Comment approximatif? Quand il dit, par exemple, que si on m'a soufflé, qu'il y a un truc, qu'il y a une erreur, pourquoi vous n'admettez pas qu'il puisse avoir quelques petites erreurs de frappe, de saisie? Non, mais ce sont des résultats. Ça décrédibilise. Tu peux écrire un papier et dans la lecture, tu peux faire quelques petites... Ça décrédibilise. Ça décrédibilise, justement, comme il a dit, comme certains esprits sont infectés, c'est ceux-là... Alors, vous reconnaissez ça maintenant? Je reconnais pourquoi certains sont infectés. C'est ceux-là qui pensent que le fait qu'il y a eu cette coquille, donc la conclusion, non, le résultat est là. Mais le résultat n'atteint même pas 100%, il n'atteint pas 100%. Ça fait combien? Ça fait 99 et 98. Il faut refaire les comptes. Je ne sais pas si vous avez les résultats. Est-ce que ça fait 100%? Les résultats sont scientifiques, les résultats sont là. Je vous dis que si vous pensez que vous doutez de ces résultats, approchez-vous des observateurs financés par l'Union européenne. Ils vont vous donner, si vous voulez autre chose, puisque c'était des résultats parallèles. Ils ont fait un travail parallèle. Ils ne se sont pas repérés ni à la CENI, ni à la CELI pour avancer tout ça. Donc c'est à l'issue de leur compilation qu'ils ont juste voulu comparer qu'est-ce que ceux-là ont obtenu comme résultat. Et ils se rendent compte que c'est pratiquement la même chose à quelques différences près. Donc ça vous dit que si vous doutez des résultats proclamés par Tafa Tabiou, mais référez-vous aux résultats de la concertation financée par l'Union européenne et vous allez vous en rendre compte que le Togo a fait un grand pas en avant dans le processus électoral et que désormais il n'y aura plus d'élections, le sang va couler. C'est fini cette histoire. Ça s'est arrêté en 2005 et depuis 2007 que le pays s'est lancé dans un processus de... vous dites que l'accord, la PG, nous pouvons dire que c'est caduc. Non, ce n'est pas caduc. Ça a permis au Togo d'évoluer. Seulement, il y a quelques éléments ou bien il y a quelques articles, notamment les réformes, qu'il fallait juste pour clôturer la PG. Donc, la PG a été claire. Il faut trouver un consensus, c'est-à-dire que le parti au pouvoir ne peut pas seul décider de faire ces réformes, ni l'opposition. Forcément, le consensus là qui est difficile à trouver, puisque nous avons eu le dernier dialogue, c'est le dialogue Togo Télécom 2, et que ça s'est terminé par encore de poissons. Voilà. Puis la tentative au niveau de l'Assemblée. Donc c'est dit que lorsque les acteurs vont accorder leur violon, je suis sûr qu'ils vont clôturer la PG avec les réformes. Et puis, est-ce que c'est pour demain pourquoi pas? Est-ce que c'est pour demain cette situation? Est-ce qu'ils pourront s'accorder? Parce que Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, a affiché son intention de ne pas limiter les mandats. Est-ce que c'est possible? Non, il n'a jamais dit ça. Le sommet d'Accra est là? Il n'a jamais dit ça. Le sommet d'Accra est là. Vous allez chercher le rapport de la CEDEAO. C'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas moi qui le dis. C'était une fausse information qui a fait du buzz. Sinon, en aucun cas, ils n'ont débattu sur ce sujet. C'est Macky Sall, selon les informations que nous avons, Macky Sall qui a introduit le dossier et Ouattara dit non, ce n'est pas à l'ordre du jour de laisser ça. Et ils avancent que l'Union européenne, qui est très avancée dans l'intégration, n'a pas pour le moment une constitution commune. Dans l'Union européenne, l'Allemagne n'a pas limité de mandat, l'Angleterre non plus. Mais la France, c'est tout récemment que la France a limité de mandat. C'est pas moi qui le dis. Donc c'est pour dire que quelque part, non, c'était quelqu'un qui a juste voulu créer du buzz. Mais ça a pris partout. Pourquoi l'État togolais n'a pas démenti? Il fallait quand même démentir. Parce que vous savez, tous les actes de la CEDEAO et tous les actes sont sur le site. Vous allez sur le site, donc vous avez parlé les directives de la CEDEAO, tout ça. Or, les gens ont fait croire que ils ont même pris un acte et le Togo et la Gambie se sont opposés. Voilà. Ce qui n'était même pas... Voilà, mais c'est une mauvaise publicité, en tout cas pour le Togo. Vous savez ceux qui l'ont fait, et ils savaient ce qu'ils voulaient. Et c'est la raison pour laquelle on revient encore sur la communication au niveau de la présidence, quand même éclairer l'opinion par rapport à ça. Monsieur Alizou, il souffrait que je dise quand même que lorsque, par exemple, une chaîne internationale comme RFI disent que le Togo et la Gambie se sont opposés à la limitation de mandat à 2. Et que ce soit réellement faux.
je suppose que ce soit réellement faux, qu'est-ce qui empêcherait la cellule de la communication de la présidence togolaise ici de dire que non, jamais, en aucun moment, on s'est opposé à cette limitation de mandat? Et que la Gambie seule, c'est elle seule qui se trouve dans ce panier-là. Il n'y a rien. La Gambie n'avait même pas réagi. Non, mais la Gambie n'a pas réagi. Mais le Togo non plus n'a pas réagi tel que vous. Nous avons, moi j'ai appelé le directeur de communication qui m'a donné les informations. Mais c'est pas ça. C'est à vous seul. Oh oui. Parce que moi je dis, nous faisons un travail public. Ils communiquent pour le Togo. Les Togolais sont quand même. Ils ont envie de savoir ce qui s'est passé. Mais justement, si on ne nous a pas tenu informés. Tu as l'information que bon, c'est comme ça que le Togo s'est opposé. Mais tu as besoin de vérifier. D'ailleurs, le papier même n'était même pas signé. Le papier que moi j'ai vu, le communiqué, non, pas le communiqué, c'est un papier que quelqu'un a balancé comme ça. Ce n'était pas même pas. Ce n'est pas parce que le RFI ou bien France 24 en a fait cas que c'est la. Oui, non. Aujourd'hui, non. Monsieur Alizou, il y a une chose. Je veux aller de façon terre à terre en disant que il n'y a pas de sommet sans préparatif au préalable. Je crois quand même que pour la question de limitation de mandat à 2, qui s'était posé comme problème la dernière fois au sommet là, je crois quand même que chaque État devrait avoir un document en amont pour pouvoir se préparer là-dessus avant d'aller au sommet. Effectivement. Mais s'ils sont allés et que Ouattara dit au même sommet immédiatement que non, que ça là, on ne peut pas l'appliquer ou bien on ne peut pas débattre de ça ici, et parce que l'Union européenne n'a pas encore une constitution commune et autres. Moi, je crois quand même dans mon rôle, c'est-à-dire tout ce que j'avais eu en termes diplomatiques, en termes de contacts et autres, là, j'ai su, ou bien nous avons les informations sur lesquelles chaque État avait ces informations avant d'aller dans ce sommet pour pouvoir se prononcer. Et si à la suite du sommet, si à la suite du sommet, on constate que le Togo et la Gambie se posent catégoriquement contre ça, je crois quand même qu'un travail de fond a été fait au niveau du pays, au niveau de chaque État d'abord, avant que tout le monde ne se retrouve au sommet. Si les autres États se seraient opposés également, la liste se serait allongée. Moi, je crois quand même qu'il y a un véritable problème qui se pose à ce niveau et qu'il va falloir quand même que... C'est ça également, je dis, qu'il faut désinfecter les esprits. Vous voyez un peu, c'est ça. Il a fini par vous rejoindre. Dominique a fini par vous rejoindre. Il m'a rejoint. C'est mon frère aîné. Pour te dire qu'à la fin de chaque sommet, il y a un rapport. Oui. Ce rapport de la CEDEAO dit quoi? C'est ça. Ce rapport doit être disponible. Nous sommes des journalistes. Moi, je dis, nous ne sommes pas des charlatans ou des gens qui imaginent des histoires. Personne ne l'a dit. On n'a pas du tout imaginé. Si aujourd'hui, c'est des suppositions. La présidence, la source de la présidence nous a dit non, qu'il n'en est rien du tout. Monsieur Dominique. Le secrétaire, la présidence de la commission de la CEDEAO cherche à voir dans le rapport final du sommet, est-ce qu'il y a eu un cas comme ça et quelle a été la position de chaque État? Là, ça nous permettra vraiment... mais ce sont des graves accusations. Ce sont des graves accusations pour le Togo. Je vous dis, RFI pouvait le faire. France 24 pouvait vérifier. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? On n'a pas les preuves qu'ils ne l'ont pas fait. Non, dans leur papier, dans ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas fait référence. Donc, ça veut dire que ce sont des médias qui ne sont pas crédibles. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas crédibles. Alors, mais s'ils ne vérifient sur pas. Cette information, ils ont menti. C'est ce que je voudrais te dire. Donc ça peut dire qu'ils ont... c'est une réalité. Je te le dis que si je les défie d'aller chercher le rapport du sommet de la CEDEAO, si quelque part il y a le Togo et la Gambie se sont opposés, là il n'y a pas de souci. Oui, mais Dominique, c'est que je ne comprends pas. C'est des grands médias qui ont des moyens, qui ont des entrées, qui peuvent savoir, qui savent tout et qui mentent aussi. En fait, je ne sais pas si vous le savez ou vous ne le savez pas. Alors ils ont menti alors sur la proclamation des résultats. Attends. Je ne dis pas que ce que RFI dit chaque sujet, RFI ment, ou ce que France 24 dit ment, mais sur certains sujets... Ils mentent sur certains sujets. Sur certains sujets, par exemple sur ce sujet, ils ont menti. Voilà. Il suffit qu'ils aient... Si le rapport de la CEDEAO, du sommet, mentionne quelque part que c'est ainsi que le Togo et la Gambie sont d'accord. Voilà. C'est des sources, c'est des médias, c'est des grands médias, et que c'est facile pour eux. Oui, mais Dominique, c'est une mauvaise publicité. Et ce rapport doit être disponible. C'est une mauvaise publicité pour le Togo. C'est une mauvaise publicité pour le Togo. C'est ce que je dis que pourquoi la cellule de communication n'a pas quand même démenti cette information? Mais on risque de passer du temps à démentir des inutilités chaque jour. Non, c'est important, c'est pas des inutilités. Mais pourquoi certains médias qui ont cherché, nous avons cherché, on a obtenu les infos, on a démenti. Ah oui, ce sont les relations publiques, c'est la communication. C'est des journaux qui ont relayé, qui ont repris ça. Et nous aussi, nous avons
avons eu nos informations. Mais nous souhaitons quand même que la communication, la cellule de communication, le directeur de la communication nous tienne informés quand il y a des démentis à la télévision nationale. Oui. Bon, je voudrais vous dire que bon, non, je pense que. Ou c'est pas votre avis, Bernard? Quand il y a quand même. Moi, je trouve par exemple que c'est une mauvaise publicité pour le Togo. Moi, je crois que c'est un sujet d'envergure nationale. Et l'élégance internationale quand même demande à ce que le Togo se prononce véritablement sur ce sujet le plus rapidement possible. Je n'impose rien au chef de l'État, c'est lui qui est à la commande du pays. Je crois quand même qu'il est important aujourd'hui de limiter les mandats. Voilà. De limiter les mandats. Mais au cours de sa campagne, le chef de l'État a dit que lui, il va œuvrer à ce qu'on aboutisse aux réformes. Oui, je suis d'accord. Il s'agit de limiter le mandat parce que l'alternance à la tête du pouvoir, c'est une très bonne chose. La preuve, lorsque nous prenons le chef de l'État, feu général Gnassingbé et Adema, regardez toute sa période. Et comparé à celle du président. Comparé tout simplement à 10 ans que M. Faure Gnassingbé a fait. Vous voyez la différence? Il n'y a pas de comparaison. Voilà. Il n'y a pas de comparaison à se faire. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un d'autre qui vient, on sait immédiatement qu'il y a une certaine dynamique à la tête du pays et qui pourra rentrer dans les réalités du développement national comme à l'international. Je crois quand même que le chef de l'État est beaucoup plus aguerri. Il a les moyens nécessaires pour comprendre ce que je suis en train de dire actuellement pour que le pays puisse aller de l'avant. Oui, actuellement que le processus électoral devient de plus en plus transparent et crédible. Vous pensez que c'est seulement en écrivant quelque part que nul ne peut faire de mandat qui peut avoir alternance? Non. Il n'est pas exclu au prochain scrutin que si Faure Gnassingbé se présentait contre quelqu'un, la personne puisse gagner. Ou bien qu'il gagne encore. Et là, en fait, c'est une manière de donner le pouvoir au peuple. Qui doit décider de... Si l'ancien... Si par exemple, le peuple ne trouve pas d'alternative crédible au niveau de l'opposition, il peut dire, vaut mieux que l'ancienne reste encore. Mais quand ils vont trouver, le jour où le peuple va trouver l'alternative crédible au sein de l'opposition, je pense que les urnes vont trancher. Vous prenez le cas du Nigeria de la dernière fois. Oui. Par exemple, le Buhari, c'est la 3e ou 4e fois qu'il se présente. Mais finalement, le peuple a tranché. Il dit, le PDP, c'est le parti de Goodluck. C'est pas le PDP, c'est le PDP. Oui, c'est eux qui ont toujours gagné les élections. Obasanjo a fait 2 mandats. Après, Yaradou est venu. Bon, malheureusement, il n'a pas fini son mandat. Et Goodluck est venu. Au Sénégal, Wade a organisé les élections et il a été battu. Donc, parfois, longtemps, au Togo, quand on parle, on a l'impression que le peuple n'a aucun. Ça dit que ce qu'on organise comme des élections, c'est de la façade. Non. Aujourd'hui, les observateurs et tout le monde apprécient la qualité de nos processus électoraux. Je pense que c'est ce que je disais. Et l'alternance peut venir, on peut limiter, on peut l'écrire blanc sur noir, comme on ne peut pas non plus l'écrire, mais il peut y avoir alternance. Oui, je suis d'accord également avec toi, mais je voudrais préciser au passage que la façon dont les tests sont conçus, la façon dont les tests se trouvent là, actuellement là, Barack Obama peut descendre des États-Unis et venir faire campagne ici. Il ne peut jamais gagner le président de la République dans quelque élection que ce soit. Ça là, je vous le dis. Pourquoi Non, mais écoutez, les tests sont verrouillés. C'est grave. Oui, c'est extrêmement grave, comme tu le reconnais. Lorsqu'on parle de réforme, qu'est-ce qu'il y a dans les réformes dont tout le monde chante? Non, parce que c'est bien mentionné. Les réformes, sur les points à réformer, voilà, on va aller à tout de rôle, s'il vous plaît. On va aller à tout de rôle. Dominique, c'est moi qui pose les questions. On va à tout de rôle. Voilà. Le mode de scrutin. Dominique. Le mode de scrutin. Lorsque je prends par exemple le mode de scrutin et je prends par exemple le découpage électoral. On en vient, voilà. Je vous assure qu'il y a de véritables problèmes qui se posent là-bas. Barack Obama peut descendre ici au Togo, il sera battu par le parti au pouvoir. Ça, je suis convaincu. Peut-être que vous ne partagez pas le même avis que moi, mais moi, je reste quand même indéboulonnable sur ça. Non, ne sois pas aussi infecté. Je ne suis pas infecté du tout. Pas d'infection sur ce plateau. On va continuer, pas d'infection sur ce plateau. On va quand même avancer, toujours avec l'actualité aussi bouillante au Togo. On attend toujours la formation du nouveau gouvernement, mais les chantiers qui attendent cette nouvelle équipe gouvernementale sont importants, Dominique Alozeo. Il y a beaucoup de choses. Le président Faure Gnassingbé a déjà jeté les bases de ce qui doit être fait, mais il reste encore beaucoup à faire.
Oui, non, les chantiers sont énormes et que vivement que le gouvernement soit formé, mais souffler aussi que la formation du gouvernement, ce n'est pas une baguette magique. Bon, si le chef de l'État a ses collaborateurs et des hommes, ce qui compte, mais nous sommes dans une situation politique où il peut s'ouvrir sur d'autres partis, notamment ça peut être ceux de l'opposition ou c'était donc si peut-être l'ouverture amène à des tractations, à des discussions, donc peut-être ça peut également être à la source ou à l'origine de ce retard, de ce léger retard. Donc moi je pense qu'il vaut mieux prendre un peu de temps et faire un très bon gouvernement qui se mettra au travail parce que, comme tu l'as dit tantôt, il y a d'énormes chantiers qui attendent le nouveau gouvernement. Voilà. Bernard? Oui, la lenteur dans la formation du gouvernement inquiète plus d'un. D'ailleurs, M. Dominique Alizou venait de le souligner. Parce que, en fait, aujourd'hui, il pose un problème juridique. Je ne sais pas si c'est les publicistes qui vont essayer de l'interpréter ou bien de trouver le sens de ça. Je ne vois pas pourquoi les anciens ministres seront comptable devant un nouveau Premier ministre dans la gestion des affaires courantes et autres. C'est un véritable problème la première fois auquel que ça se pose. Oui, ça a été toujours comme ça. Oui, mais non, on ne peut pas. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Ouais. Je suppose que vous allez aux élections présidentielles, c'est que vous avez un Premier ministre sous la main immédiatement et un gouvernement. Du moins, 172 heures, vous pouvez sortir quelque chose de potable. Je donne un exemple. Vous voyez Sarkozy. Sarkozy a son élection immédiatement à la présidence de la République. Le lendemain, on avait l'équipe. Un Premier ministre et le gouvernement commençaient déjà c'est-à-dire les ministres commençaient déjà par être nommés. Vous prenez le cas de Hollande aussi, François Hollande, c'est la même chose. Si je remontais dans l'histoire, en 2005, il a fallu qu'on arrive en juin d'abord avant qu'on nomme M. Edem Kodjo comme Premier ministre, si j'ai bonne mémoire. Alors, vous voyez le cas de M. Aoumé Zounou aussi. Ça a pris banalement un mois avant qu'on ne nomme un nouveau Premier ministre. Voilà. Là où le bas blesse, c'est la gestion des affaires courantes. Et si c'est la gestion des affaires courantes, je considère que ces ministres-là sont comptables à leur Premier ministre sous lequel ils avaient travaillé. Quand vous nommez un nouveau Premier ministre, les anciens ministres sont où? Et ils font quoi? Et quelles seraient véritablement les affaires courantes véritables qu'ils seraient en train de gérer? La grande problématique, c'est là. Est-ce que vous voyez un peu? Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de chantiers, tels que venait de le reconnaître également M. Alizou, au niveau du pays. Alors, les choses ne doivent pas traîner. Les choses ne doivent pas traîner du tout. Son inquiétude, je voudrais quand même qu'il relativise un peu son inquiétude. Parce que ce n'est pas un cas exceptionnel ou particulier. Ça a été toujours comme ça à travers le monde entier. Mais on ne le souhaite pas. Je vais te donner quelques exemples. Au Nigeria, par exemple, Goodluck et Buhari a été élu. Ils ont fait les élections en mars. Et Buhari a été élu. C'est le même gouvernement qui est en place. C'est le gouvernement de Goodluck qui a géré le pays jusqu'à mai. Parce que je pense que c'était le 25 mai pour faire la passation. On ne va pas me dire que le Nigeria, en tout temps, c'était arrêté. L'État. Oui, mais il faut calquer le mauvais attitude. Ce n'est pas une mauvaise attitude. C'est que l'État est organisé ainsi. Non. C'est-à-dire, Dominique, je vais te donner un autre exemple. Voilà. La Belgique, par exemple. La Belgique a passé 2 ans sans Premier ministre. Et les ministres qui étaient là géraient les affaires courantes. Mais la République a tenu pendant 2 ans. C'est pour dire que dans le fonctionnement, tout est écrit, tout est précis. Et que ça ne crée aucun problème. C'est-à-dire que les ministres actuels soient de l'ancien gouvernement, ils gèrent les affaires courantes. Et que dès que le nouveau gouvernement sera formé, qu'est-ce qu'on met dans l'affaire courante? Monsieur Alizou, s'il vous plaît, avant même que vous ne nous démontrez ou bien vous ne nous expliquiez la quintessence ou bien le contenu des affaires courantes, je voudrais tout simplement vous suggérer quelque chose. Qu'est-ce qui est à la base des problèmes qui se posent ici au Togo? C'est le manque de confiance. Confiance parce que il y a la gestion du pays qui ne se comporte pas très bien. Et les citoyens n'ont pas confiance aux dirigeants ou bien au gouvernement.
au gouvernant en matière financière et autres. Est-ce que vous voyez un peu? Lorsque nous nous attardons, vous me donnez le cas de la Belgique. On ne peut pas comparer la gestion financière au niveau de la Belgique et la gestion financière au niveau du Togo. C'est deux problèmes, c'est le jour et la nuit. Est-ce que nous sommes d'accord? Dès que vous me dites que le pays a évolué pendant 2 ans, ici, là, mais ce qui se passe dans la gestion des affaires courantes, toi et moi, ou bien vous et moi, nous ne le savons pas. On va avancer, s'il vous plaît. Moi, je voudrais juste... Très rapidement. lui dire que... Il a parlé tout à l'heure de la gestion financière. Bon, je ne pense pas que dans un ministère, qu'il y ait un paquet d'argent quelque part, et que le ministre, comme bon lui semble, il sort, il achète les beignets. Non, je ne crois pas savoir ainsi. Donc, si tel est le cas, il n'y a pas à s'en faire que dès qu'il veut partir, prendre le paquet et puis rentrer chez lui à la maison. Voilà, on va avancer, Il y a un ministère de Finances qui gère les choses et avec les ministères. Donc, ce n'est pas aussi facile que vous l'imaginez. Et à ce niveau, je crois que nous devons... Il ne faut pas que les gens pensent que dès que, comme ça traîne la formation du gouvernement, les anciens vont profiter et se remplir les poches, qu'ils vont trouver l'argent pour se remplir les poches. Voilà, on va avancer, chers confrères, merci. On va avancer avec le volet sport, on va aborder la page sportive de cette émission. Nous avons appris, vous le savez tous, tout le monde, vous le savez, que les éperviers du Togo ont battu les Liontards de la Sierra Leone sur la marque de 2-1. À la suite de ce match, il y a eu une polémique qui a surgi, celle du capitana. On va découvrir cet élément tout juste après. On revient pour les échanges. Because I have never left the national team. I came back, I was in holiday. Emmanuel Adebayor, très remonté contre le nouveau sélectionneur du Togo et les premiers responsables de la Fédération togolaise de football. Il a fait savoir cela à la presse à l'issue du match qui mettait aux prises le dimanche dernier les éperviers du Togo au Lion Star du Libéria. Ce dernier n'a pas apprécié le fait que le brassard de capitaine ait été confié à Mathieu Dossevi. Mais bon, revenu sur le capitaine, j'étais surpris parce que bon, c'est ce matin que le coach m'a appelé après notre promenade et il m'a dit comme quoi je ne serai pas le capitaine, comme quoi il a décidé de mettre Mathieu capitaine du jour. Je dois l'accepter, je dois refuser, je suis un joueur togolais, donc voilà, ça a amené beaucoup de problèmes à l'hôtel parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas contents, qui n'étaient pas d'accord. Et voilà, mais bon, je pense que ça, on va essayer de le régler entre nous. C'est très très difficile. Quand même pour moi, j'étais surpris parce que je faisais partie quand même de gens. Je fais partie de joueurs qui ont fait tout pour amener tout ce qui est Mathieu en question, tout ce qui est Serge Gakbe, tout ce qui est Serge Akakbo, Haïté Jonathan Floyd. J'ai fait partie des joueurs qui les ont convaincus de revenir en sélection. Il affirme renoncer définitivement au titre de capitaine. Je pense que le coach est là pour le témoigner. Il m'a dit c'est Madame la ministre et le président Antoine Folie qui lui ont dit de donner le brassard à Mathieu. Et je pense que désormais, pour moi, je suis pas. Vous me connaissez très bien dans ce pays, on ne me manque pas de respect. Et désormais, je ne serai plus le capitaine. On va donner le capitaine à Mathieu. Et je pense qu'il a bien assumé, il va l'assumer. Et le plus important pour moi, c'est on y va, on va essayer de tout faire pour se qualifier pour la CAN 2017. Emmanuel Adebayor défraie à nouveau la chronique avec ces déclarations qui vont contribuer à créer de nouvelles scissions au sein de cette équipe des éperviers en pleine reconstruction. Mais la question que de cœur se pose est de savoir si la réaction de l'ex-capitaine des éperviers est légitime, en vue du comportement qu'il a affiché ces dernières semaines en ne prenant pas part aux premières séances d'entraînement bien qu'étant au Togo depuis quelques jours. Devront-on par ailleurs considérer certains joueurs comme des demi-dieux puisque jouant pour des grands clubs et privilégier leurs désirs au profit de ceux de toute une équipe nationale? En tout cas, les questions restent posées. Voilà, retour sur ce plateau. On ne m'en manque pas de respect. Je ne porterai plus le brassard de capitaine. C'est ce qui a laissé entendre en substance le président, l'ex-capitaine des éperviers, parce qu'il dit qu'il n'est plus capitaine, il est l'ex-capitaine des éperviers, Emmanuel Adebayor. Dominique, premier commentaire. Non, c'est dommage. C'est dommage qu'il se comporte ainsi parce qu'Adebayor, il a fait la fierté du Togo. Aujourd'hui, vous allez en Angleterre, vous allez quelque part, quand vous dites vous êtes Togolais, on dit Adebayor, comme nous lui reconnaissons cela. Mais il doit reconnaître quand même qu'il est aussi trop capricieux. Et je pense que
l'entraîneur ne s'est pas réveillé un beau matin pour lui retirer le brassard de capitaine. C'est son comportement. Voilà. On ne peut pas dire qu'on campe tous les joueurs. Et toi, le capitaine qui doit être devant pour que les autres te suivent, c'est toi maintenant qui déserte les lieux et accompagné de certains pour dire que vous n'allez pas rester avec les autres. Or, pour aborder un match capital, l'esprit de l'équipe s'impose. Et qu'il fallait forcément que vous soyez en équipe, en esprit, pour vous organiser, pour aller affronter l'adversaire. Mais si lui dit non, et il part, il laisse... Mais attends, on ne pouvait pas jouer le match amical là, sans capitaine. Donc quelqu'un a dû prendre le brassard. Et comme il est capricieux, bon, en tout temps, ces caprices l'ont amené à revenir à de meilleurs sentiments, mais quelqu'un l'avait déjà arboré le brassard. Voilà. Donc il fera mieux de se calmer. Au lieu de dire que bon, lui, il s'en fout de tout ça là, il ferait mieux vraiment de se calmer. Parce qu'il ne sert à rien de bien faire, de faire l'honneur du peuple, et que finalement, rentrer dans des travers, il doit arrêter d'être aussi capricieux. Je pense que l'entraîneur a bien fait, en fait, en le retirant le capitana. Parce que un bon capitaine, c'est un chef d'équipe. Voilà. Celui qui rassemble, celui qui amène tout le monde à être derrière lui pour aller loin. Attends, il ne peut pas dire que refuser d'aller se camper avec les autres, aller passer le temps dans des boîtes de nuit et aller nous ramener beaucoup de buts. Attends, vous vous rappelez le match Togo-Ghana ici à Kéké, on a ramassé 3 buts à 2 ou bien combien, il était là. Et bon, la dernière fois, parce qu'il a réussi à marquer un petit but, son seul but ne suffisait pas. Il n'y a pas de petit but. Ah oui, non, je suis sûr que s'il n'avait pas marqué, il n'allait pas réagir comme ça. C'est parce qu'il a marqué qu'il se dit, mais dis donc, mais je reviens. Non, moi je reconnais sa capacité, sa compétence, ses qualités. Il est bon joueur, il nous a ramené le bonheur, il a fait la fierté du pays, mais de grâce qu'il soit moins capricieux. Voilà. Oui, je voudrais en partie emboîter le pas à mon aîné Dominique Alijou en disant que il faut tout d'abord féliciter l'équipe nationale pour cette victoire qu'ils nous ont ramenée. Ça fait 3 points, c'est bien. Félicitations à tout le monde. Mais M. Adebayor Cheyi est un grand joueur. Il est impressionnant. Il dit qu'on ne lui manque pas de respect. Mais je crois quand même que déjà dans son interview, là, il a manqué d'égard à ses coéquipiers en disant tout ce qui est Dosebi Thomas. Ça, c'est quel langage ça veut dire quoi? Mais je crois quand même qu'à un moment donné, il faut que la fédération arrive à organiser un certain nombre de formations à l'ensemble de l'équipe pour que, bon, je ne sais pas si c'est pour remonter le niveau, mais non, mais écoutez, non, mais c'est ça. De l'éthique ou bien de quoi? Non, mais en tout cas, moi, c'est une proposition, une recommandation que je suis en train de faire parce que dire à ton ami tout ce qui est, bon, c'est de manquer d'égard à la personne. Et je félicite également l'entraîneur au passage pour la discipline qu'il a commencé d'instaurer au sein de l'équipe. Ce serait notre entraîneur par hasard, Cheyi Adebayor, après avoir quitté l'hôtel, peut se retrouver au niveau du stade, comment ça s'appelle là, au Ghana, pour jouer. Les gens vont dire que en fait, bon, ok, c'est la star, donc il faut le laisser continuer. L'entraîneur a su imposer sa discipline. Là où le bas blesse, moi à mon niveau, est que lorsque vous voulez retirer le brassard à quelqu'un, ça ne doit pas être le matin. Vous devez le lui dire. Du moins 72 heures ou bien 48 heures un peu plus tôt. Il n'avait pas le brassard quand le Togo était allé au Ghana. Non, ça je suis d'accord. En fait, s'il n'avait pas le brassard, si Adebayor n'avait pas le brassard, c'est Serge Gakpé. Et qui a le brassard? Et dans toute équipe et autres, lorsque le patron arrive, toi-même, patron, ça c'est entre griffes, toi qui as le brassard, tu es obligé de le lui retourner. Je donne un exemple. Samuel Eto'o et Rigobert ne peuvent pas être sur le même terrain et Samuel Eto'o va porter le brassard. Ça n'a pas de sens. Samuel Eto'o va se diriger vers Rigobert et lui remettre le brassard. Est-ce que nous sommes d'accord? Quand l'absence est motivée par une caprice. Oui. L'absence qu'il est souffrant, oui. Ou bien il était pris dans son club, où il avait d'autres agendas qui
l'obliger à s'absenter, d'accord. L'absence ici, motivée par... Il a manqué de respect à ses coéquipiers en refusant d'aller camper avec eux. Oui, non, mais c'est ça. Ça, c'est au cours du premier match. Et je crois quand même qu'il faut dissocier les deux problèmes. Non, maintenant, il est arrivé. Quand il est arrivé, je crois quand même qu'il est important, il est nécessaire de lui retourner quand même le brassard. Mais malgré son comportement, non, je laisse de côté un tout petit peu le comportement d'abord. Ce qu'il faut souligner est que dans son interview, ce que je n'ai pas écouté tout à l'heure là, il avait dit, on a suivi ça sur les médias, il a dit que c'est Madame la ministre qui a demandé, que c'est l'entraîneur qui lui a confié ça. Oui, mais la ministre a démenti. La ministre a démenti. Mais écoutez, celui qui a confié ces propos-là à Adebayor, là, lui, il n'a pas démenti. Il n'a pas du tout démenti. C'est là où je dis que je rejoins quand même mon hypothèse de départ que, mais écoutez, pour que les choses puissent aller de l'avant, il faudra quand même qu'on respecte, on respecte les lois, on applique les lois, les tests, et tout ira pour le mieux. Voilà. Si ce que tu disais, si l'entraîneur dit que c'est Madame la ministre qui lui a demandé de lui retirer le bracelet, ça voudrait dire... C'est pas l'entraîneur qui a dit ça. C'est Adebayor qui le dit. Bon, ça voudrait dire, si l'entraîneur ne dément pas cette affirmation, c'est grave. Est-ce à dire que si on ne lui disait pas ça, lui-même il trouve que le comportement d'Adebayor de refuser d'être avec ses coéquipiers était normal? Non, ça cause problème. Non, moi je pense que c'était une sanction qui devait l'amener à réfléchir, à s'autodiscipliner et à revenir sur le bon sentiment. Je suis d'accord avec vous. Je pense que la prochaine fois, on dit bon, tu reprends ton brassard, mais sois un bon capitaine. Le bon capitaine, c'est celui qui conduit sa troupe vers la victoire et non celui qui abandonne sa troupe. Il va aller faire sa vie et revenir, aller nous ramener des buts dans un panier. Je suis d'accord avec M. Alizou, mais je voudrais également dire que, en fait, le problème qui s'est posé avant le match amical était fini. Moi, je ne suis pas un fan d'Adebayor. Nous avons cru entendre que ça serait poursuivi. Mais au sortir d'ici, on va quand même... que la sanction mérite. Que la sanction soit continuelle. Non, pas continuelle, ça dit que juste, maintenant qu'il est revenu. Mais il ne prend pas d'abord le brassard et après, bon, ok, on te remet le brassard, mais soit beaucoup plus difficile. Mais là, il dit qu'il ne prend plus le brassard. On espère, on va le prendre. Il dit qu'il ne va plus prendre. Il va pas prendre. Alors, on espère quand même que les choses puissent rentrer dans l'ordre avec cette nouvelle discipline dynamique qu'insuffle le nouvel entraîneur, le sélectionneur togolais au sein de cette équipe nationale. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je vous dis merci à vous, Bernard Lognon, journaliste et consultant. Merci également à vous, Dominique Alizou, directeur de publication du journal Chronique de la semaine. Voilà qui met fin à cette émission. Merci de nous avoir suivis également chez vous à la maison. On vous retrouve la semaine prochaine.